pas la commune, puisque c'est les fonds, hein, c'est un hameau de les fonds. Je le dis pour les géographes qui veulent mettre ça sur leur carte. Le site n'existait pas jusqu'à l'époque de la première croisade. Je pense que vous savez tous à l'époque quelle est l'époque de la première croisade. Alors, on n'a pas la télé, je me souviens. 1095, 1099. Voilà, il y en a qui révisent leur bac, c'est bien. Il faut le savoir. Donc à l'époque, on a un grand seigneur féodal d'Arc et Châteauvillain qui s'appelle Hugues Bardoul II. Il y a d'ailleurs 14 seigneuries, donc c'est vraiment un grand personnage féodal, qui sur la fin de sa vie, comme tous les grands personnages féodaux qui ont combattu, tué, pillé, etc., veut gagner son paradis, donc il va créer une œuvre pieuse. Alors beaucoup créent des prieurés à la même époque, hein, c'est la grande époque où on crée beaucoup de choses, beaucoup de lieux religieux, et où beaucoup de personnes ont envie de se réformer dans l'Église. Donc voilà, c'est la réforme grégorienne, hein, pour les spécialistes, c'est la grande époque du basculement, de la création des cisterciens. Voilà, alors lui ici, eh bien, il voit que c'est la croisade, donc il dit je vais créer un lieu qui va être un hospitum, je parle latin un petit peu différent. Hospitum, ça veut dire aussi bien hôpital qu'hospice. Donc c'est intéressant parce qu'on soigne les gens comme vous, qui ont mal aux pieds ou ailleurs, hein. Et on peut aussi simplement faire dormir dans une espèce d'hôtel des gens qui veulent dormir à l'abri des loups, des brigands et du mauvais temps. Et comme vous aussi. Ça crée des points communs, tout ça. Et donc en 1099, il va créer un premier bâtiment, qui est le bâtiment au fond, on va commencer par aller voir, le grand bâtiment, la grande longère là-bas. C'est quasiment le seul bâtiment qui existe à l'origine, qui va recevoir directement de la voie romaine. La voie romaine, elle passe, c'est la route de Richebourg, la voie romaine, qui continue à travers le site ici, juste au bout de ce bâtiment-là. Et donc les gens ont facile de quitter la voie pour aller se faire accueillir. Alors ces pèlerins sont accueillis évidemment gratuitement, puisque l'hôpital est subventionné, je ne disais pas ça à l'époque, mais vous comprenez le thème, par Hugues Bardoul II. C'est lui qui payait tous les frais, et également les hospitaliers et les hospitalières, qui étaient de l'ordre des Augustins. Donc, les Augustins, c'est des religieux qui vivent dans le monde, et qui s'offrent à soigner, à guérir, à accompagner les gens du monde laïque, pour parler français. Et puis, ben, ça ne marche pas si bien que ça. Pendant tout le XIIIe siècle, on a plusieurs tentatives de réforme. On a 3 tentatives de réforme énormes par l'évêque de Langres. Alors déjà, l'évêque de Langres, c'est un personnage qui vient souvent sur les lieux, j'en connais d'autres, mais qui, devant l'incurie de cet hôpital, qui ne sait pas se gérer, qui sait pas... Alors, il y a des problèmes financiers, on ne sait pas pourquoi. Il y a des problèmes entre les hommes et les femmes, on se demande pourquoi. Et puis apparemment les soins ne sont pas donnés comme il faut et les aumônes non plus. Donc c'était quand même ça la mission principale de l'hôpital. Donc l'évêque de Langres intervient plusieurs fois en tant que directeur spirituel du site, ce qui n'a pas manqué d'être d'ailleurs. Et il a essayé de rattacher cet hôpital à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui vous le savez était parmi les ordres hospitaliers les plus à la pointe au XIIe siècle, puisqu'ils avaient un très grand hôpital à Saint-Jean de Jérusalem, où ils savaient déjà faire des opérations en endormant les gens, ce qui était très rare jusqu'au 19e quasiment, hein, jusqu'à l'invention de la Croix-Rouge, on ne dormait pas les gens, on les opérait à vif. Hein. Et bien ici c'était le cas aussi, et du coup l'ordre de Saint-Jean, qui était extrêmement réputé, l'évêque va essayer d'abréger cet hôpital à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Alors, je ne vous donne pas les dates, il y a une grande date dans le XIIIe siècle. Et pour finir, il refuse de se transformer. Alors les Augustins, hein, parce que des Augustins, ils refusent l'appui de l'évêque, ils refusent de se transformer. Et en 1300, l'évêque en place fait appel au pape, et le pape donne ce site aux Templiers. En 1300, ils reviennent d'Acre, ils ont perdu plusieurs sites, dont Jérusalem. Ils sont rabattus en Rhodes, alors de Saint-Jean de Jérusalem, ils reviennent en France. Les Templiers sont là, ils cherchent des sites aussi pour s'installer. Donc c'est pratique. Et c'est de très grands organisateurs, les Templiers, à la fois sur le temporel et sur le spirituel. Et c'est eux qui vont prendre en main cet hôpital, le réformer totalement, le mettre en place. Seulement, ils n'auront pas le temps de le faire, puisqu'en 1307,
Rappelez-vous, le 13 septembre 1307, ils sont arrêtés dans tout le royaume par le bailli de Chaumont dans ce cas présent. Donc ils sont là entre 1300 et en fait on s'aperçoit quand on fouille bien qu'ils ne sont pas arrivés avant 1302. Donc entre 1302 et 1307, vous voyez, les Templiers sont restés 5 ans sur le site. Alors Mormant est connu dans le monde entier parce que c'est réputé un site templier, alors que 5 ans sur 12 siècles d'histoire, c'est l'occupation templière. Je vous fais la remarque quand même parce qu'il faut le dire. Et puis, une fois que les Templiers sont arrêtés, ils sont évidemment plus là, l'hôpital, il n'y a plus personne pour s'en occuper, tous les biens des Templiers dans le royaume ont été dévolus en 1312 à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sauf qu'ici, spécialement, c'est en 1308. Donc on ne perd pas de temps, il n'y a pas d'abandon. Saint-Jean de Jérusalem investit le site, eux qui avaient toujours voulu l'avoir, eh bien ils y arrivent enfin et ils l'auront jusqu'à la Révolution, puisque les biens du clergé vont être saisis à la Révolution, sauf qu'entre-temps, ils vont devenir les chevaliers de Malte, puisqu'ils auront changé de siège dans la Méditerranée, et de Saint-Jean de Jérusalem, ils s'appellent Malte. Enfin, c'est les mêmes, hein, c'est le même ordre. Voilà, en gros, cette histoire du monument, pas du monument, du site. Alors, je vous ai dit, le premier bâtiment, c'est celui qui est au fond. On va aller voir, vous allez voir qu'il y a une architecture qui est vraiment exceptionnelle. Et puis ensuite, au milieu du XIIIe siècle, apparemment, est construit cet hôpital qui est derrière moi. Deuxième bâtiment, parallèle, perpendiculaire à la voie romaine. Je vous montrerai la voie tout à l'heure, on ne voit plus grand-chose, mais... Et donc, le centre est transformé en centre agricole à partir de Saint-Jean de Jérusalem, c'est un très grand centre agricole. Centre de rapport, vous savez que Saint-Jean de Jérusalem, c'est des gens qui sont là pour faire marcher l'économie de la croisade en général, et qui vont alimenter en argent, en chevaux, en bénéfices, puisqu'ils vendent aussi leur surplus, tout ça part en Orient, et c'est vraiment un centre agricole très, très à la pointe. Les Templiers étaient déjà les premiers réorganisateurs fonciers, on peut dire presque les premiers remembreurs en France à leur époque. La Saint-Jean de Jérusalem fait la même chose, sauf que quand ils récupèrent les biens du temple en France, ils multiplient par 2 leur patrimoine. Donc il y a une grande période de flou, il faut qu'ils se réorganisent, qu'ils ferment des sites, qu'ils en rassemblent d'autres. C'est un peu compliqué après 1312, mais ça finit par se faire. Ici, le centre n'est plus entretenu, plus beaucoup. Alors on a un vrai miracle, puisqu'en 1480 le site est échu à un grand commandeur, Pierre de Boredon, une grande famille d'Auvergne, proche de la famille royale à l'époque. Ils sont 12 frères et sœurs, ils ont tous des postes assez prestigieux. Lui, eh bien, il a d'abord un site important qui est la Romagne, qu'on lui donne vers 1460, qui commence à retaper à cette époque-là. La Romagne, je ne sais pas si vous voyez où c'est près de Compiègne française. C'est exactement la frontière de l'Empire germanique, hein, avec la Lorraine, de la Champagne et de la Bourgogne. C'est vraiment à ce point-là qu'est située la Romagne. Site important, site très dangereux en période de guerre, évidemment. Et puis on va lui donner ensuite le site de Mormant. Et puis on va encore lui en donner d'autres parce que c'est un accapareur, c'est un grand accapareur. Il va aller jusqu'à 14 commanderies. Alors que l'ordre prévoyait qu'il n'en avait qu'un chacun. Enfin, il manque un petit peu de personnel, donc ça passe à travers. Mais c'est un personnage qui est fortuné, donc la Romaine reconstruit quasi entièrement le site, et Mormant également. Mormant, il commence vers 1480 à retaper le site. Alors, on est à la fin de la guerre de 100 ans, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais pendant la guerre de 100 ans, comme elle est au bord de la voie, et que toute la soldatesque parcourt la voie, les écorcheurs y compris, ils pillent partout. C'est pas protégé, les hospitaliers, c'est quand même que des religieux, ils ne sont pas là pour être armés ni se défendre. Donc ils se sauvent à l'Effond, ils vont construire une maison forte avec un fossé en eau autour, qui est sous la salle des fêtes, pour les gens qui connaissent l'Effond. Et ils vont se réfugier pendant les 137 ans que dure la guerre dite de 100 ans. Ils vont se réfugier dans cette grande maison-là et revenir vers 1480 avec Pierre de Boredon. Alors Pierre de Boredon, il va construire une église, une très grande église qui est disparue aujourd'hui sur la voie romaine aujourd'hui. Il va entourer le site de courtines de 6 mètres de haut, on en a encore des vestiges, on les verra, avec 6 tours
Alors tout ça est très tape à l'œil et c'est très dissuasif. En fait, il n'y a personne à mettre pour défendre le site. C'est le problème des châteaux forts, hein. S'il n'y a pas de soldatesque derrière, ça ne sert à rien. Mais ça impressionne. Et comme ça impressionne, eh ben, ça protège un peu le site quand même. Bon, la guerre est passée, ben, c'est un peu fini. Il va construire aussi une grande citerne qui est là dans la rue. Il va donc fermer l'hôpital qui est derrière moi. Il va fermer les baies, il va en faire une cave. Et le domaine, il va continuer de faire le domaine agricole. Et il va refuser de recueillir les pèlerins. Les pèlerins ne viennent plus dormir ici. Les pèlerins, il va leur construire une maison, qui est la maison Saint-Georges, à l'extérieur de Coquines, à l'extérieur du rempart, pour que les pèlerins aient quand même un couchage, hein, comme vous hier soir, mais il faut quand même que les gens dorment et pas dehors. Parce que là où ils sont plus, c'est important tout ça. Donc il va en fait refaire tout le site, il va tout remonter, tout remettre en place. Hein. Et il devient grand commandeur de Champagne en 1310. Malheureusement, il meurt en 1513, pardon. 1510-1513, et il se fait enterrer dans le cœur de son église. On a encore l'emplacement du tombeau, même si l'église a disparu, il y a encore l'emplacement de son tombeau. Voilà, il est mort dans ses meubles, si on peut dire. Et donc, après, il y a encore un centre agricole, c'est réparti entre 4 familles qui vont posséder toute la clairière culturelle. Vous allez voir la clairière. Vous allez la traverser pour gagner le bois et aller à l'îlot, vous la verrez bien. Et puis ça dure jusqu'à la Révolution, les bâtiments tombent, les bramons tombent aussi. L'église tombe en ruine, la nef est démolie en 1788, je m'en ai compte, hein, parce que le chœur est détruit avant 1818, l'église tombe vraiment. C'est une grande église, une trop grande église. Et elle est faite tellement grande qu'il recevait. C'était un peu la salle des fêtes de l'époque qui recevait tous les commandeurs de toutes les commanderies là. Ils faisaient leur grande messe annuelle, hein, leur ponche, parce que chacun mettait ses chevaux là-bas avec les moutons, et allait donc à la table de commandement, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc une fois qu'il n'y a plus ces gens-là, ben, l'église tombe parce que les toits ne plus, elle est trop grande, elle ne sert plus à rien. C'est juste le problème. Pierre de Bourdon avait aussi construit son château, en fait c'est une maison forte. Il était dans la cour, vous verrez le tas de cailloux, vous allez voir en descendant, c'est le reste de sa maison forte. Alors, elle n'était pas fortifiée puisqu'elle était déjà dans l'enceinte des remparts. Elle était surtout ornée de bouches à feu et d'énormément de pierres sculptées à ses armes. Vous avez vu en voir une sur cette petite maison-là, sur le bord de la fenêtre en passant. C'est les armes de Bourdon que tu as récupérées de cette maison-là et que tu mises un petit peu partout dans le site. Voilà, c'était un peu le Matubu de l'époque, hein. Il avait fait sa belle demeure pour que tous ces commensaux viennent admirer son site, admirer son prestige, sa puissance. Voilà, c'est un grand péché d'orgueil, hein, tout ça pour les gens qui s'y connaissent, mais bon, ça lui a réussi puisqu'il a quand même rebâti tout ça. Bon, enfin, il ne reste plus rien puisque la Révolution est passée là-dessus. Tous les biens ont été vendus comme biens nationaux à des fermiers, encore à nouveau, qui exploitent le site. En 1982, là, on revient à notre époque, l'hôpital est racheté sur préemption par la commune de Lépont. Je vous rappelle qu'il avait été inscrit au monument historique en 1925, donc racheté par la commune en 1982. Et puis classé en 1989, je vous passe les dates de détail. L'ensemble du site est ensuite inscrit en 1987. Donc c'est une protection un peu illusoire, une protection quand même. Et en 1982, c'est la création de notre association qui s'appelait à l'époque la Ligue Normand et Migrants, qui s'appelle aujourd'hui, on a changé de nom, Renaissance de la Maison de l'Île Normand. Peut-être pas pour la différence, mais pour les subventions c'est important parce qu'on n'est plus une abbaye, on est une maison de Dieu. Et du coup, le policier n'est pas sous la piste. Je donne aux gens de Chaumont s'ils veulent faire la même chose, c'est pas savoir. Voilà, alors, bon, voilà, ça s'améliore pas. Ça va tous venir dans la salle du premier hôpital, on peut essayer, hein, si on se passe bien. On va traverser la cour et puis je vous attends la première croisade, donc 1099, voilà, il y en a un qui suit, c'est bien. C'est pas grave. Hein. Donc le grand bâtiment,
était ouvert, là où vous voyez qu'il y a des murs en bout, en deux bouts. Ça, c'est la Révolution qui a fermé, parce qu'il y a eu 3 familles qui ont acheté le grand bâtiment de 66 mètres de long et de 22 piliers. Donc sur la totalité, vous voyez, il y avait 2 travées qui faisaient hôpital. Alors je ne sais pas comment ils disaient la messe tous les jours, mais en tout cas, il y avait sûrement des lits, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, ça me paraît évident. Alors je ne sais pas si comme à Beaune, l'hôtel était au bout, alors 66 mètres, on n'entend pas forcément. Je ne sais pas comment ils s'organisaient, enfin peu importe. Le personnel habitait à l'étage, et donc vous voyez, c'est encore debout depuis cette époque-là. Ce qui est quand même une gageure, puisque en France, on n'a pas l'équivalent hors ville. En campagne, on n'a absolument aucun équivalent des hôpitaux primitifs de chemin. Voilà. Alors vous savourez l'architecture, il n'y a pas de chapiteau, hein, c'est simplement des pierres épanelées, au plus simple, au plus commode, au plus pratique. On risque rien là, parce que ça bouge un peu. Non, vous risquez rien. Vous risquez rien. Alain, oui, aussi les encoches qui sont là sont des encoches plus récentes. Oui, c'est plus récent parce que ça a servi de bâtiment agricole depuis la Révolution, donc forcément il y avait des séparations pour tout, pour les bêtes. Quand vous dites juste épanelé, on voit quand même des traces de feuillage. Oui, alors ça a un petit feuillage très très discret. Peut-être, mais il y est quand même. Oui, il y est quand même. Il y avait quand même un souci de faire de beau. Moi je dis que c'est simple avec et beau. Du simple. C'est plus que cistercien, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus beau. Voilà, bon, c'est moi qui le dis, hein. Ça mange pas de pain. Bon, vous tenez chaud, hein, parce que... On est bien là. Oui, ben ça va changer. Hein. Bon, alors demi-tour, on va aller voir l'autre hôpital maintenant, puisque vous êtes très motivés. Et vous voyez, avec 50 ans d'écart, la différence d'architecture et d'organisation du site. Il faut quand même montrer qu'il est là. Vous êtes debout sur la voie romaine, qui donc jouxtait cet hôpital-là. Pierre de Boredon, qui reconstruit le site, va faire sa chambre derrière la première fenêtre à l'étage là, et sa garde-robe dans la deuxième pièce. C'est des pièces voûtées à l'étage, donc comme c'est dangereux, on ne peut pas y aller. Et il avait un escalier direct qui descendait dans le cœur de l'église. Voilà. Donc il était chez lui, il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Ça a bien changé, mais à l'époque c'était comme ça. Donc on va aller voir maintenant l'intérieur de cet hôpital. Je suis là. C'est un moment que t'es pas venu. Faudrait que tu nous viennes voir souvent. Tout le monde est là? Non, tout le monde n'est pas rentré. Ouais. Voilà, alors on est dans la salle de l'hôpital qui jouxte, je vous l'ai dit, la voie romaine qui est juste derrière. Vous voyez qu'il y avait des grandes arcades qui ont été bouchées à partir de la fin de Boredon, puisque c'est devenu une cave, tout ça. Tout a été bouché. On a à nouveau, comme Monseigneur me l'a fait remarquer, des trous dans les piliers, qui étaient aussi du cloisonnement, donc on mettait des poutres pour fermer des espaces. Donc on ne sait pas exactement les activités agricoles qu'il y a eu, mais il y en a eu jusqu'à tout récemment, jusqu'à 82 en fait, jusqu'à ce que la commune rachète le bâtiment. On avait même des vaches jusqu'en 82 qui, avec l'ammoniac, ont attaqué les pierres calcaires des murs. Vous voyez, là-bas au fond, il y a plein de trous dans les pierres. Ça, c'est les déjections des vaches. Et des vaches et des moutons. Il y a eu aussi beaucoup de moutons au début du XXe siècle. J'allais dire de mon siècle à moi, mais du vôtre aussi, du coup. Bon, alors, comment était organisé cet hôpital-là? Tout simplement, eh bien, il y avait un hôtel devant le grand oculus que vous voyez au fond là-bas. Grand oculus de 2 mètres de diamètre, vous voyez là au fond. Le sol était à 1 mètre à 1 mètre 20 plus bas. Alors pourquoi le sol est remonté comme ça? Ben, tout simplement parce que à la guerre de 100 ans, tout le premier étage qui était voûté a été entièrement démoli, ce qui a fait remonter le sol extérieur, ce qui a fait remonter le sol intérieur. Tout ça, c'est les déblais du premier bâtiment, il faut dire. Donc cet étage-ci, qui est un rez-de-chaussée, c'est une gageure de dire qu'un rez-de-chaussée est un étage, mais est d'origine, donc à peu près 1250, vous voyez, architecture très particulière. On n'a encore pas dans le chapiteau approché du XIIIe, de la fin du XIIIe. On est dans une espèce de recherche pendant un siècle d'architecture. On a surtout un chapiteau intéressant là-bas qui donne 2 coquilles Saint-Jacques dans les angles de la bac, qui montre bien qu'on est sur un chemin de pèlerinage depuis l'origine. Vous voyez, chapiteau.
et un cœur sur un buisson ardent. Donc ça, c'est des symboles religieux qui devraient vous parler, puisque ça fait référence à des textes très précis de la Bible. Et donc, à côté, Saint Jean de Jérusalem va reconstruire ses cuisines. Eux, ils vont cuisiner là-bas et vivre à côté, hein, puisque c'est une grange, je vous ai dit, donc une cave, hein, où ils mettent des denrées. Eux vivent à côté, ils refont 2 pièces voûtées avec leurs armes que vous verrez en sortant sur la pièce où on est passé. Et puis la pièce du fond, la voûte s'est effondrée au 19e, et vous pouvez regarder que le plancher est remonté d'un mètre, à peu près 1,20 m aussi. Là. Le plancher est remonté d'1,20 m, parce que la voûte s'est effondrée. C'est le même phénomène qu'ici, en fait, en plus petit. Là, vous pourrez examiner tout ça en sortant. Hein. Voilà, que vous dire de plus eh bien, on est, nous, Renaissance de l'abbaye de Mormant, en train d'établir des projets de rénovation et de restauration à la charge de la commune, quand même, puisque la commune est propriétaire. Donc on les aide dans les subventionnements, dans les montages de dossiers, et puis dans le projet, puisque vous êtes là pour en témoigner, on est quand même sur la Via Francigena, et qu'on a à peu près 200 pèlerins qui passent par an, même s'ils ne sont pas tous comptabilisés, et que si on en faisait un site d'accueil des pèlerins, et peut-être d'hébergeage pour les groupes, pour les chevaux, pour ce qu'on veut, on peut imaginer tout, ça serait un endroit extraordinaire pour l'avoir, voilà, tout simplement. Donc on fait le 16 juin, j'ai mis des affiches dehors, vous verrez une grande fête qu'on va pérenniser tous les ans, une grande fête des arts. Là on a près de 50 exposants qui viennent. Dont la Via Francigena qui participe, bien sûr. Voilà. Oui, enfin, il y a énormément d'associations qui participent, oui. Tu as raison. Dont nous. Et d'artisans, des relieurs, des bouquinistes, enfin, il y a tout un tas de métiers, il faut venir voir, c'est très intéressant, tailleur de pierre, j'en passe, hein. Travail du cuir, c'est la fête des arts. Et la fête des arts participe à nous faire de l'argent pour la restauration du site, c'est-à-dire pour aider la mairie en fait en complément des subventionnements. Ça va mettre combien de temps pour avoir les finances pour retaper ça un jour alors ne me parlez pas de temps parce que ça fait 25 ans qu'on est sur le coup et que des projets comme ça qui nous paraissent toujours complètement surdimensionnés finissent tôt ou tard par arriver, on ne sait jamais trop par quel miracle. Chacun a sa solution, des fois ça n'arrive pas d'ailleurs. Là, on milite, on pousse, on est tous en train de pousser dans le même sens. Mais c'est un site qui dépasse largement la commune, qui est bien plus régional, voire national, puisqu'on est maintenant sur une Via Francigena, qui est quand même classée européenne. La Fondation du patrimoine qui s'y met aussi. Hein. Alors, il y aura la Fondation du patrimoine en complément, j'en parle pas parce que c'est un complément, c'est pas une source de financement. Ouais. Et puis nous, hein, puisqu'on finance aussi. Et voilà, bon, le projet est dans les starting blocks. On a déjà fait une grande révision par une architecte du patrimoine qui est venue à l'automne, qui a scanné tous les murs, qui a montré toutes les faiblesses, tous les endroits à reprendre, et qui est en train de mettre un calendrier de travaux échelonné évidemment sur pas mal d'années pour arriver à remonter ce bâtiment-là. Les voûtes, elles sont quasiment plus remontables dans l'état, elles sont trop descendues depuis 1982 qu'elles sont étayées quand même. Les étés sont bons à changer à cette heure-ci, parce qu'ils ont une fatigue aussi. Et puis, si un jour les travaux se font, on décaissera probablement tout le sol avec une bonne fouille archéologique. On va certainement retrouver des tas de vestiges, des tas de choses intéressantes. Moi, je tends d'eau, puisque j'ai fait l'histoire du site, et s'il y a des éléments qui me contredisent, ça ne va pas me faire plaisir. Mais bon, c'est le jeu, hein. Il faut se prêter au jeu, c'est pas un gros risque, hein, dans le fond. Et à la limite, c'est le bâtiment qui parle, c'est pas l'historien qui peut toujours se tromper. Pas se tromper sur les textes, hein. L'historien travaille toujours sur des textes. Se tromper sur le manque d'informations. Et là, on aura un complément d'informations. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis. Donc le risque n'est pas pour moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez réexpliquer cette histoire de voûte qui s'effondre, de plancher qui remonte, j'ai pas... Oui, alors j'ai pas expliqué, mais au 19e, quand il y a eu des fermiers, il y a eu 2 familles qui ont habité à l'étage. Alors ils ont démoli pas mal de choses, ils ont fait un four à l'intérieur du premier étage, ils ont fait l'escalier que vous avez vu dehors, alors que c'est un escalier à vis qui montait dans le coin, qui a été démonté. Et ils ont refait la toiture, parce qu'une toiture, ça ne tient pas 200 ans comme ça.
Donc de temps en temps, il faut la refaire. Quand ils l'ont refaite, eh ben, ils ont mis des poinçons. Alors les poinçons qui tiennent la toiture, les poinçons, c'est les grosses poutres qu'il y a comme au centre ici de l'architecture en bois. Ça appuie sur le sol et ils n'ont pas regardé. En fait, les poinçons, ils appuient au milieu des voûtes. Donc on a tout le poids du toit, de la toiture, qui est quand même assez conséquent, qui appuie depuis 150 ans au moins sur les mauvais endroits. Donc en 82, quand la commune a racheté, c'était pas à cet état-là, c'est commencé seulement à bouger, donc ils ont mis des étés en chaîne. Et puis en se disant, ben, il y aura un plan de restauration qui va arriver, puis le plan il n'arrive pas, puis, donc, là ça commence à faire partie des travaux. Donc apparemment on peut quand même récupérer, c'est quand même récupérable. Avec des gros vérins, on peut arriver à remonter les choses. Là, on pourrait s'imaginer comment ça va être une fois que ça va être tout retapé, comment ça pourrait être... Ben, un mètre plus bas, vous aurez les yeux au niveau des chapiteaux, ce qui est déjà pas si mal. Oui. Alors, Par rapport à la route. Je ne sais pas dans quel état on va rouvrir les ouvertures. Est-ce qu'on rouvre toutes les ouvertures d'origine? Est-ce qu'on ouvre simplement les fenêtres qui ont été fermées là sur le côté sud? Alors, bon, ça c'est à discuter encore. Je n'ai pas compris pourquoi on se fait un mètre plus bas. Là, parce que les voûtes du premier étage, il y a 100 ans, ont tombé et ont monté le sol. La voûte, c'est du caillou. Ah oui, donc vraiment, si on voit les chapiteaux à 1 mètre, 50 cm du sol, c'est parce que c'est rentré dans le sol. Et à l'extérieur, Le sol est remonté autour des chapiteaux. voilà. C'est toutes les voûtes du premier étage qu'on a là sous l'autre. Voilà. Alors, La rue.